Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu l'UTA. On continue notre série de rencontres de la Fête de l'UMA 2023 en parlant écologie avec Marion Dallard, responsable du pôle Planète au journal L'Humanité. Vous vous en doutez, alors que la Terre vient de fêter son année la plus chaude de toute l'histoire des mesures humaines, on va parler réchauffement climatique. On est effectivement en train d'expérimenter ce sur quoi les scientifiques alertent depuis déjà des années. Trajectoire du réchauffement climatique, conséquences, vous saurez presque tout au bout de ces quelques minutes. On compte sur vous pour diffuser cette vidéo en la partageant sur vos réseaux sociaux, en mettant un pouce bleu et aussi en vous abonnant à la chaîne. Allez, on attaque. Le réchauffement climatique, tout le monde en parle, et ce, depuis que je suis petit, je crois. T'es vieux maintenant, Mais depuis quelques années, on commence à en sentir les effets concrets. Et spoiler alerte, on n'est qu'au début. Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses au capitalisme, mais une chose est sûre, il est performant. La preuve, en 2023, on a déjà atteint l'objectif de l'accord de Paris, les plus 1,5 degrés de réchauffement planétaire par rapport à 1900. Avec plus de 25 ans d'avance, pas mal, non ? Qui était impensable il y a 50 ans, aujourd'hui est une réalité. Et comme les scientifiques du GIEC le disent à chaque remise de rapport, ces phénomènes-là vont s'intensifier, vont augmenter en fréquence et surtout toucher des endroits jusque-là sur le globe qu'on pensait épargnés. Et c'est le cas notamment de l'Europe. Pour y voir plus clair, on vous affiche un graphique des volumes annuels d'émissions, avec des scénarios prévisionnels. On voit que même le scénario pessimiste suppose un changement de pente. Un réchauffement qui n'a pas la même ampleur selon les régions du monde, ou même de France, en fonction des autres paramètres qui régissent le climat. On le ressent, on a vu des records de chaleur tomber mi-septembre par exemple en France avec des canicules extrêmement tardives, ce qui n'avait jamais été vu. Mais surtout, on a vu un Antarctique se réchauffer particulièrement sous l'effet de ce qu'on appelle l'amplification polaire. Donc il faut savoir que quand ça se réchauffe de 1 degré sous nos latitudes à nous, c'est 2 degrés au pôle. Selon les études de Météo France, le réchauffement se fera sentir particulièrement dans nos Alpes et sur le pourtour méditerranéen. Hausse moyenne pouvant dépasser les 5 degrés, jusqu'à 60 jours par an de canicule où la température ne redescend presque pas la nuit, extension des sécheresses. Mais certains esprits taquins pourraient nous dire « il fait un peu plus chaud, et alors ?» On fait le point ensemble sur les conséquences. Si on prend que l'exemple de la France, avoir un tout petit peu plus chaud, par exemple vivre des étés à 42 degrés, comme on a vu des pics aujourd'hui, ça signifie pour les gens qui sont en vacances aller un peu plus à la piscine, admettons. Mais pour les gens qui travaillent dehors, on dépasse des limites du bien-être au travail. Et donc, ça pose des gros problèmes de sécurité et de santé au travail. Donc pour les gens qui travaillent en extérieur, je pense par exemple aux salariés du BTP, pour les gens qui travaillent en atmosphère chaude, tous ceux qui travaillent dans les cuisines, quand on est plongeur, quand on est à la grillade, quand on est tout ça, la température ressentie est extrêmement néfaste pour la santé humaine parce qu'il fait effectivement plus chaud. Pour les plus précaires qui vivent dans des logements qui sont mal isolés, qui eux ont évidemment encore plus chaud. Pour les habitants des zones côtières, parce que le réchauffement climatique, c'est pas que l'augmentation des températures, c'est aussi l'élévation du niveau de la mer et des océans. Donc ça veut dire qu'il y a une érosion côtière qui détruit des maisons régulièrement, qui fissure des maisons régulièrement. Et on voit bien d'ailleurs que le problème est à ce point grave que les assurances commencent déjà à penser à rogner dans leur contrat d'assurance et à sortir les effets de la sécheresse, par exemple, de la fissure des maisons pour éviter d'avoir à rembourser les dégâts du réchauffement climatique. Bah oui, vous croyez quoi? Si les assurances commencent à rembourser les conséquences du réchauffement climatique, on perd en rentabilité pour les financiers. Mais au fait, qui gouverne l'économie et donc porte le gros de la responsabilité de ce merdier? Moi je pense que la question elle est vite répondue. On voit donc que pendant que nos charmants capitalistes se préparent gentiment à un apartheid climatique, la formule est de l'ONU, relayée par le très sérieux Financial Times. On va prendre dans les gencives les conséquences très concrètes de leurs décisions. Le gouvernement commence à évaluer tout ça et c'est pas joli. En plus de l'impact démultiplié des canicules estivales sur nos anciens et les personnes fragiles, l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles, incendies, tempêtes, inondations, glissements de terrain,
risque de causer pas mal de dégâts aux infrastructures de nos sociétés. On parle ici des routes, des réseaux d'eau et d'électricité, des logements, etc. Et comme l'exemple des assureurs l'illustre déjà, croyez bien que dans leur plan, la facture, elle sera pour notre pomme. L'économie n'est pas en reste, puisque les prévisions tablent sur une contraction du PIB français de plus de 13% pour 3 degrés de réchauffement. À titre de comparaison, les confinements de 2020, c'était un recul de moins de 8% du PIB. Côté agriculture et forêt, les rendements subiront de plein fouet les changements climatiques. Moins 7,4% pour le blé, moins 9,5% pour l'orge, entre moins 5 et moins 12 pour le bois de coupe. Pas de quoi annoncer la fin du monde, mais on va quand même prendre cher. Et on devrait être nombreux à bouger sur la planète. Les premières migrations climatiques sont faites à l'intérieur des pays. C'est des paysans qui quittent leurs terres, qui se déplacent à l'intérieur même de leurs frontières. On ne parle pas de migration transfrontalière. Ça, c'est le plus gros de la migration climatique. Elle est faite à l'intérieur des pays qui souvent voient arriver dans leurs espaces urbains ou dans leurs périurbains plutôt. C'est ce qu'on a vécu, c'est une sorte d'exode rural massif, mais uniquement motivé par la sécheresse, les pluies diluviennes, tout ce qui ravine les sols. En gros, c'est le déplacement des populations d'agriculteurs et d'éleveurs qui se déplacent vers les grandes villes parce qu'ils n'ont plus les moyens climatiques de travailler. Et ensuite, il y a effectivement des migrations transfrontalières qui sont avant tout régionales. Par exemple, si on prend l'exemple du lac Tchad, qui est sous l'effet du réchauffement climatique, le lac Tchad perd en superficie de façon dramatique. Le lac Tchad, il sert pour abreuver les bêtes, beaucoup, de tous les peuples qui sont autour. Il sert aux éleveurs pour arroser leurs champs. En gros, l'eau du lac Tchad est indispensable à la vie agricole et sociale de tous les pays qui en sont frontaliers. Quand l'eau diminue, les populations, et notamment les éleveurs, se déplacent pour aller chercher l'eau là où elle est et passent des frontières, parfois sans le savoir. Ce qui crée, par exemple, entre le Tchad et le Niger, des conflits locaux qui peuvent être extrêmement sanglants, où en fait, les populations entre elles commencent à se battre à l'échelle d'une même région autour d'un même lac dont la ressource se raréfie. Et ensuite, évidemment, il y a aussi tout l'aspect des grandes migrations internationales où les gens, face à ça, vont aller chercher ailleurs les conditions d'une subsistance meilleure. Et là passent les frontières vers les pays plus développés, en tout cas les pays du Nord global, comme on dit. Voilà. Mais avant tout, il y a des migrations internes, des migrations régionales et ensuite des migrations internationales. On a maintenant du concret à mettre derrière la notion de réchauffement climatique. Mais on ne pouvait pas se quitter sans poser la question des perspectives. Est-ce que l'objectif est atteignable ou pas? Oui, il l'est. Mais pas à n'importe quelle condition. Il l'est à une seule et unique condition, de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour enrayer la machine infernale du réchauffement climatique. C'est possible, tous les scientifiques le disent, on peut maintenir le réchauffement climatique à condition de stopper totalement l'extraction des énergies fossiles et d'arriver au zéro émission de carbone dans nos sociétés industrialisées. Il y a deux choses à faire. L'atténuation, c'est ce que je disais tout à l'heure, baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter que ça empire. Ça ne changera pas la donne du jour au lendemain. C'est-à-dire que maintenant que ça est installé, maintenant que la machine est enclenchée, il faut s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire isoler massivement les logements, ça veut dire créer partout en milieu urbain des îlots de chaleur, puisque ceux qui souffrent le plus, par exemple, des pics de pollution, des canicules, qui sont d'ailleurs en général corrélés par des pics de pollution, c'est les habitants des grands centres urbains, c'est les habitants de Paris notamment. Parce que quand on imperméabilise les sols, quand on crée des énormes espaces qui sont entièrement bétonnés, il y a de la réflexion solaire qui est terrible, ça crée des îlots de chaleur, ce qu'on appelle, il y a des moyens, on les connaît, débétonner les cours d'école, débétonner les trottoirs, remettre des arbres en ville, replanter les arbres globalement, créer de l'ombre, enfin, voilà. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'adaptation. Elle peut se jouer à toutes les échelles, elle se joue au niveau local, elle se joue au niveau régional, elle se joue au niveau étatique. Et les actions politiques, elles doivent être au premier chef, à l'encontre des grosses entreprises qui sont extrêmement climaticides. Je pense évidemment aux extracteurs d'énergie fossile. Total Energy qui vient de voir son projet d'extraction pétrolière au Suriname validé encore par les autorités. Donc il doit y avoir une action absolue pour contraindre les grandes entreprises très émettrices à baisser leurs émissions, voire à arrêter totalement d'extraire, si on voulait rentrer dans la trajectoire de l'accord de Paris dont tu parlais tout à l'heure. Cet épisode se termine, mais on vous encourage à continuer de vous documenter sur le sujet. L'humanité n'a pas le choix. Elle doit apprendre à s'adapter
aux conséquences de ses activités sur son milieu naturel. Notre civilisation est donc réellement face au défi de prendre son destin en main. Ce qui implique, vous l'aurez compris, qu'on en finisse avec ce capitalisme sous cocaïne qui nous emmène droit dans le mur. Maintenant, on compte sur vous pour diffuser cette vidéo et on vous invite aussi à découvrir les anciennes chroniques de Sylvestre Huet sur le site du Travailleur Alpin. Abonnez-vous, à bientôt.